Tia de Coema, Xereira Isaías Potiguara. Bom dia, meu nome é Isaías Potiguara, sou liderança jovem do povo potiguara aqui de Bahia Traição, litoral norte paraibano do Brasil. Vivo aqui com os potiguara e vou falar um pouco agora da organização potiguara, como funciona. Alors Isaïas nous dit, donc a commencé en langue tupi, qui est une langue qui est reprise aujourd'hui pour parler entre les Amérindiens qui étaient complètement perdus. Ils ont récupéré, et Isaïas, lui est professeur aussi de tupi aujourd'hui pour réinstaller le tupi dans la réserve et parmi les potiguara, pour reparler leur langue et reprendre leur culture qui était un petit peu perdue avec le temps. Donc il est aujourd'hui un des leaders de jeunes de la réserve à travers ce travail qu'il fait de langue tupi, en même temps en aidant à comprendre la culture par rapport au reste de la population et même avec l'extérieur. C'est pour ça qu'il a accepté cette interview avec nous pour parler de sa réalité de tous les jours dans la réserve. Isaïas, donc ce qu'on voudrait savoir un petit peu, c'est comment est organisée une réserve amérindienne et surtout ici dans le littoral paraibanais. Queríamos saber um pouco da organização da reserva potiguara no litoral paraibano, saber como funciona a hierarquia da potiguara e as relações que tem com o município aqui. A nossa hierarquia potiguara funciona, são 32 aldeias e cada 32 aldeias, cada uma tem seu cacique. Além dessas 32 caciques, temos o cacique geral e o chefe do PIM potiguara. Alors, la réserve potiguara est formée aujourd'hui de 32 villages qui s'appellent aldeia. Chaque village, chaque aldeia est dirigé par un cacique qui est le chef du village. Et au-dessus de tous ces caciques, on a un cacique geral, ce qu'on appelle, c'est un cacique chef, qui lui s'occupe de toute la réserve en général, surtout dans le problème diplomatique qu'il peut y avoir avec Brasilia directement, avec la fédération. Ensuite, il y a un chef réellement qui s'occupe des intérêts dans la réserve complètement, qui est un chef un peu séparé, qui est un chef comme un chef de cabinet, en fait un chef de gouvernement, qui est là pour s'occuper des problèmes de la réserve directement. E lembrando que essas 32 aldeias estão divididas em 3 municípios. O município de Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição. Alors ces 32 aldeias, ces 32 villages potiguares sont inclus dans trois municipalités, Baía da Traição, Rio Tinto et Marcação. Donc elles font partie en même temps de mairies. C'est bon pour la présentation? Quelle est la dimension à peu près de la réserve potiguara? Qual o tamanho da reserva potiguara? Nossa reserva potiguara hoje se encontra em 47 mil hectares de terra, sendo 33 mil demarcadas e 14 que falta demarcar. Alors la réserve potiguara aujourd'hui a 47 000 hectares prévus, 33 000 sont déjà démarqués et en possession des Amérindiens, 14 000 sont encore à démarquer. Ce qu'on appelle démarquer, c'est-à-dire qu'il faut encore les récupérer pour la réserve. Bon, on voudrait savoir un petit peu comment se passent les relations entre la réserve et la mairie, et ensuite, quelles sont les relations réellement entre les gens, entre ce que vous appelez Amérindiens et ce que vous appelez Blancs. Queríamos saber um pouco a relação que tem entre a organização da reserva com a prefeitura, que é uma entidade diferente, e depois, durante as eleições, quais são as relações que tem entre indígenas e brancos no município. A relação do povo indígena potiguara hoje com o município não é muito boa, porque por existir a FUNAI e a FUNASA, que hoje se chama CESAI, o município joga toda a obrigação para cima da FUNAI ou da CESAI, ou seja, FUNASA. Então a gente fica aqui um pouco esquecido como indígenas, um pouco não, muito esquecido pelo município, como se nós não fôssemos eleitores e cidadãos. No lado da saúde. No lado da saúde e de todo atendimento municipal. Tá certo.
Donc Isaïas nous dit que le problème aujourd'hui, qui est une chose qui est assez récente en fait, il y a un problème avec la santé et comment ils sont reçus par la mairie. La santé, la mairie a désisté de s'occuper de la santé des Amérindiens. Donc aujourd'hui, il redonne ça à la FUNAI, qui est l'organisation des Amérindiens qui dépend directement du gouvernement fédéral, et de la FUNASA qui a changé de nom, qui s'appelle SIASA maintenant, qui est en fait une autre organisation de la santé. Bon. Ce qu'il faut compléter à dire, ce qui n'est pas dit et ce qu'il faut compléter à dire. La loi fédérale n'autorise plus les municipalités à s'occuper de la santé des Amérindiens parce qu'il y a eu beaucoup de corruption et de déviation d'argent. À partir de ce moment-là, ils ont donné à des ONG le soin de s'occuper de la santé des Amérindiens pour que ça passe directement, en essayant d'éviter aussi la corruption. Et là, c'est un problème aujourd'hui que les uns et les autres n'arrivent pas à percevoir comment faire fonctionner ça. C'est pas très bien expliqué, c'est pas très bien dit, et pourtant c'est clair dans la loi. Et c'est un problème aujourd'hui de divulgation vraiment chez les gens pour comprendre comment ça se passe. Les mairies ne savent pas trop comment faire pour ne pas perdre des votes, parce que c'est des votes à récupérer. Et d'un autre côté, et donc ils n'osent pas dire que c'est pas eux qui doivent s'occuper de la santé, et de l'autre côté, l'ONG est en train de se mettre en place depuis 1 an, et c'est pas évident de se mettre en place dans une organisation qui était déjà corrompue auparavant. Une question, comment ils font par exemple s'ils ont besoin d'être hospitalisés? Alors ils passent par un poste de santé, comme tous les citoyens brésiliens. Il y a des postes de santé dans la réserve. Ces postes de santé s'ils ne peuvent pas donner les médicaments ou les remèdes ou soigner les gens, ils les envoient directement à Jean Pessoa en ambulance pour se faire soigner dans un hôpital à Jean Pessoa. Et tout payé par ce qu'on appelle le SUS au Brésil, qui est le INSS au Brésil, la sécurité sociale en France, pardon. J'ai eu en main des photos de la démarcation de 1980 de la réserve. La première démarcation a été faite en 1930, a été arrêtée très vite par la mort d'une personne qui travaillait sur le projet. Était reprise en 80. En 80, vraiment, la démarcation a été faite, une première démarcation qui a été ensuite, en 1988, autorisée par la Constitution brésilienne. Quel effet ça t'a fait de voir ces photos? Et en plus, as-tu reconnu des gens sur ces photos? Teve na mão algumas fotos da demarcação de 1981 que foi feita para demarcar realmente a reserva potiguara como é hoje, como vai ser no futuro mesmo, que não terminou ainda essa demarcação. Qual a impressão que tu teve olhando essas fotos e depois reconheceu algumas pessoas dentro dessas fotos? Sim, eu conheci. No tempo eu não era nascido, mas eu reconheci pessoas, né, que mudaram um pouco, não muito, e que hoje ainda está na luta indígena potiguara, que não abandonou essa causa. Né. Os já estão anciãos, não pode mais lutar, mas os mais jovens daquele tempo hoje ainda continuam lutando por essa causa. Alors il a été impressionné par ces photos et en plus il a reconnu des gens évidemment dedans, bon, des gens qui maintenant sont un peu âgés, même s'ils n'ont pas tellement changé physiquement, bon évidemment ils ont pris 30 ans, lui n'était pas né à l'époque en plus, donc ça fait drôle de voir ces photos de cette époque et par contre les gens sont encore en train de se battre, ces anciens, ce qu'on appelle les anciens, sont en train de se battre encore, même si physiquement ils ne vont pas dans les réunions etc. parce qu'ils sont un peu âgés maintenant, mais ils sont toujours en train de se battre, pas la pensée, et les plus jeunes de la photo sont encore dans la lutte pour récupérer les terres. Bon Isaïas, tu as été avec 47 autres personnes de la réserve au congrès de Rio Plus 20. Quel était le but de ce voyage? Qui a payé ce voyage et comment vous avez été accueillis là-bas? Isaías fez parte do grupo que foi para Rio Mais 20, do grupo em Potiguara que foi para Rio Mais 20. Qual era o objetivo de vocês de ir lá? Depois, como vocês foram atendidos lá? E depois, uma curiosidade francesa, quem pagou essa viagem? Eu participei do Rio Mais 20, né? Foi um bom grupo daqui do povo potiguara e a recepção lá foi péssima. Ficamos alojados no Sambódromo do Rio de Janeiro, passamos ainda dias de fome e o nosso objetivo é ir buscar as lutas dos nossos direitos, que a gente sempre luta, que está no papel. Não sai de papel a Constituição de 88,
que é a garantia dos territórios e direitos dos povos indígenas em viver no seu território, né? Sem guerra, sem massacre, sem perseguição, mas que isso não sai de papel. Então nós fomos brigar por este objetivo, o objetivo de ter os nossos direitos garantidos nessa cúpula dos povos indígenas. E a viagem, nós tivemos apoio do CIMI, que é uma organização da Igreja Católica que trabalha com os indígenas, e também creio que a FUNAI, a participação. En fait, le voyage, donc ils ont été 48 à partir à Rio plus 20. Ils ont fait partie en fait d'un projet qui était national, enfin fédéral, on dit fédéral au Brésil, avec tous les autres peuples indigènes du Brésil. Donc plusieurs peuples indigènes sont partis là-bas pour revendiquer la constitution de 88, c'est-à-dire la démarcation des terres, de vivre en paix, sans agression extérieure et pouvoir vivre à leur manière dans les réserves amérindiennes. Bon, le travail n'est toujours pas terminé, on est 30 ans plus tard et le travail n'est toujours pas terminé et il y a encore du travail devant. Ils ont été apparemment très mal accueillis. Ils ont dormi dans le Sambodrome, qui est le rêve pourtant de tous les touristes qui viennent au Brésil. Mais pour eux, dormir dans le Sambodrome, il n'y avait aucune infrastructure pour vraiment dormir. Ils n'ont pas été nourris comme il fallait non plus. Et le voyage, en fait, par lui-même, le voyage brut, a été financé par une organisation des églises catholiques du Brésil, qui les aide généralement, et ensuite par la FUNAI, qui est la Fondation des Amérindiens brésiliens. Como assim, voltando ao assunto do Rio Mais 20, nós não fomos só em objetivo da luta potiguara, mas sim abraçando a luta de todos os povos indígenas do Brasil, né? Incluindo principalmente o repúdio à construção da usina hidrelétrica do Belo Monte, né? Onde nós indígenas gritavam com os nossos parentes Xingu que viva o Rio Xingu e que morra o Belo Monte, né? Sim, o Rio Xingu e não o Belo Monte, né? E onde eles exigiam da presidente Dilma Rousseff que ela tivesse mais coração, mais compaixão da natureza e dos povos indígenas que daquele rio pertencem e que daquele rio dependem. Alors en fait, le but du Rio plus 20 pour eux était bon, défendre leurs droits constitutionnels, c'était la première chose. Et ensuite, dans une lutte actuelle qui est assez à la mode, et qui est enfin la mode, pas la mode, mais qui est vraiment dans le temps en ce moment, c'est pour le barrage de Belo Monte, barrage qui est en train de se construire dans le nord du Brésil, une usine hydroélectrique, et qui va inonder une grosse partie de la région où vivent des Amérindiens près et le peuple Xingu qui vit sur le fleuve Xingu, donc vont perdre leur moyen de se nourrir à travers ce fleuve. Alors, là, c'est une lutte pour essayer de défendre la région, pour pouvoir préserver le moyen de se nourrir à travers la pêche. Bon, un problème qui préoccupe pas mal de personnes, c'est l'assassinat du cacique de Brejinho, Géosivan, qui a été assassiné le 5 août de cette année. Que s'est-il passé réellement? Vamos falar do assassinato do Josivan, cacique do Brejinho. O que aconteceu realmente? Até hoje, nós procuramos uma resposta. Temos alguns caminhos, algumas trilhas, mas não podemos comprovar realmente, né? Sabemos que sim, existe hoje um conflito de terras, mas também que existe brigas internas dentro da nossa área, né? Então também teve outros motivos de festa, que teve na aldeia uma festa e que alguns rapazes queriam confusão com o cacique, mas aí eles foram embora e depois de 5 dias aconteceu isso e já tinha uma briga interna de lideranças dentro da aldeia Brejinho, né? E também não podemos também descartar a questão de território, mas que tem várias pistas e que a gente ainda não chegou à conclusão de qual será a exata. Alors en fait, je vais dire exactement ce qu'il a dit. Ils ont différentes pistes pour cet assassinat. L'assassinat est dû à un problème de terre, c'est vrai, mais de terre avec qui? Peut-être pas avec le problème de canne à sucre. Il y a un problème interne, déjà de problème de chef,
de qui prend le pouvoir dans une aldeia, dans un village amérindien. Ensuite, il y a un problème de fête. Il y a une fête où il y a eu des bagarres, peut-être dû à ce problème de prendre le pouvoir dans la réserve, et peut-être un problème de terre aussi entre deux personnes. Différentes pistes sont avancées. Ils n'ont pas conclu encore les recherches, mais vraisemblablement c'est un problème interne entre Amérindiens et non pas un problème avec l'extérieur. Je rappellerai en passant que même si toutes les terres ne sont pas terminées d'être démarquées dans la réserve, de ce côté-ci à Marcasson, les terres ont été démarquées. Petit à petit, les Indiens reprennent les terres. En total paix, il n'y a aucun problème, ce sont des choses qui ont été signées, qui ont été arrangées réellement avec les propriétaires des usines de canne à sucre. Et aujourd'hui, petit à petit, ils reprennent les terres. Le problème, c'est qui récupère les terres et comment. Et là, c'est un problème interne entre eux, de bagarre interne. En ajoutant la fête, qui dit fête dit alcool, bien souvent, et un problème de relationnel en fait, entre deux personnes ou entre deux clans dans le village vraiment. Alors, as-tu entendu parler de problèmes avec le cacique et chef actuel, de problèmes de menaces de mort, de problèmes réels avec d'autres personnes? Escutou falar de problemas com cacique e chefe ao centro, o atual chefe cacique e chefe? Geral. Cacique geral. Já escutou falar disso ou não? O problema com ele? Não, o cacique geral, há pouco tempo de sua posse como cacique geral, o atual cacique geral Sandro, ele já teve visitas na sua casa que vieram tentar assassiná-lo. Mas por sorte ele não estava em casa e ele conseguiu se refugiar e graças a Deus Tupã ele foi livre. Mas esse problema de ameaças, não só com o cacique geral, como já aconteceu com o cacique Josivan, tem muitos e muitos caciques na lista de ameaçados, né, de morte. Mas por quem? Quem, ninguém sabe, porque é um autor desconhecido. Se a gente soubesse, acho que já tinha tomado uma atitude, essa pessoa já estava na justiça, mas infelizmente é o que a gente queremos, é a resposta que queremos. Quem será? Então, não sabemos. Alors en fait, Sandro a pris le pouvoir l'année dernière, en 2011, et c'est le nouveau cacique chef de la réserve potiguara. Et à partir du moment où il a pris le pouvoir, élu par les autres caciques, il a été menacé de mort. Heureusement, quand des gens sont venus pour le tuer dans sa maison, il n'était pas présent dans la maison. Et ensuite, il s'est réfugié pendant quelques jours pour se cacher. Mais le problème n'est pas qu'avec lui, il est aussi avec d'autres caciques. Alors, ces menaces de mort, ils ne savent pas exactement d'où elles viennent. Maintenant, c'est seulement des règlements de compte entre personnes dans la réserve réellement. Des problèmes de prise de pouvoir. Là, je rajouterai moi, en tant que témoin de l'endroit, peut-être des problèmes de drogue aussi certainement et des volontés de détruire la drogue dans la réserve. Un petit peu de toi et de le futur de la réserve. Comment tu vois par rapport au passé comment vois-tu ton futur dans la réserve, ta culture, ta vie de tous les jours, et comment récupérer toutes les terres que vous pensez récupérer dans la réserve, pour la réserve potiguara? Vamos falar pouco de ti e teu futuro. O futuro do povo potiguara no mesmo tempo, né? Como tu vês o futuro da reserva, o futuro dos indígenas dentro da reserva e também da cultura, da vida e da recuperação das terras realmente, da demarcação realmente que será feita no futuro da reserva. Como tu imaginas? Isso é uma questão bem delicada de se conversar, de se pensar, porque a gente sabe que hoje com a miscigenação, com a mistura de culturas, nossa juventude está perdendo esse prazer, essa essência indígena que existe dentro de nós. Assim, tirando por mim, se depender de mim, o nosso futuro será bem melhor. Porque enquanto o sangue potiguara corre nas minhas veias, eu estou lutando pela reserva potiguara, pela cultura potiguara, pelo direito do povo potiguara e pela nação potiguara. Mas tem jovens que não são bem atentos, hoje não estão mais atentos, nem muito interessados na sua própria cultura. Então isso é uma questão delicada
que dói a gente falar isso, eu falar isso, porque é a realidade, mas que também tem muitas pessoas, muitos indígenas envolvidos na causa, e creio que essas pessoas, assim como eu e outras lideranças, outros jovens, outros adultos e ancianos, são o futuro, são a salvação da nossa geração. Le fait est que la constatation du passé, c'est qu'il y a un mélange de races dû à la colonisation. Bon, il faut rappeler que Sbaya Traïsan est sur le littoral, donc a été frappé par la colonisation depuis déjà plus de 500 ans. Et donc il y a un mélange vraiment fait avec les Potiguares depuis longtemps. Donc un mélange de culture dû à la colonisation, l'esclavage, la colonisation après, et les gens qui sont venus à travers les siècles habiter dans ce qui aujourd'hui est reconnu comme une réserve. Donc il a été dur de conserver une culture potiguara pure, réellement. Aujourd'hui, une partie de la jeunesse lutte pour cette culture, pour retrouver cette culture qui s'était un petit peu perdue, mais qui est restée à travers certains. Mais beaucoup de jeunes sont vraiment en dehors de cette culture et ne s'intéressent pas du tout à la culture potiguara, ni au passé potiguara vraiment de la réserve. Et ça reste un gros problème qui est dur, pour eux c'est très dur d'en parler, parce qu'ils sont assez divisés en fait dans la réserve entre ceux qui vraiment luttent pour une cause indigène et les autres qui n'en ont absolument rien à faire. Donc aujourd'hui c'est vraiment qui va gagner la cause entre les deux. Pour lui, si ça ne tenait qu'à lui, évidemment, tant qu'il a du sang indien dans les veines, et il en aura jusqu'à sa mort, il va lutter pour récupérer. En plus, bon, il s'est engagé dans la lutte vraiment en étant un professeur de la langue tupi qui s'est perdue. Donc, de récupérer cette langue, de continuer la culture, de récupérer la culture, de s'inspirer des autres peuples amérindiens aussi, du Brésil, pour pouvoir retrouver ce qu'ils avaient perdu, et en même temps essayer de former une nouvelle nation potiguara pour le futur dans la région vraiment de Bahia Traïsan. Isaïe, je te remercie infiniment et c'est même un honneur que tu m'as fait en tant que jeune de vouloir bien accepter de répondre franchement aux questions qui t'ont été posées. Merci. Monique, queria te agradecer muito realmente de ter aceito essa entrevista e falar francamente dos problemas daqui. Ela veio já em 2007, depois em 2008, aqui na Bahia Traïsan. Muitas coisas aconteceram em 4 ou 5 anos, né? Desde esse tempo que ela veio. E ela teve informação, recebeu informações na França que de vez em quando não são exatas. Então, queria esclarecer essas informações realmente, sabê-las por elas mesmas, o que vocês acham aqui, o que vocês pensam, como vocês agem, qual o objetivo de vocês, para poder dar informações reais, mas com a versão de vocês também, que não sejam modificadas por pessoas interpretando mal o que pode acontecer aqui. Então, está agradecendo muito, realmente, da franqueza, da tua atitude, realmente, de jovem potiguara, lutando para teu povo e para teu futuro na reserva mesmo. Obrigado.